Salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, on va corriger les preuves d'informatique de la filière TSI, session 2023. On va commencer par l'exercice préliminaire qui porte sur la notion d'intervalle des entiers. On va voir de quoi il s'agit. Première question, on demande d'écrire la fonction affiche de AB qui reçoit en paramètre deux entiers A et B tels que A inférieur ou égal à B et qui affiche les entiers compris entre A et B. Exemple, affiche de 9, affiche les nombres de 2 jusqu'à 9. Donc, question 1. Affiche un B. Donc, on va, pour toutes les valeurs de A jusqu'à B, B inclus. Donc, for I in range, pour inclure A, il faut écrire B plus 1, B plus le pas, puisqu'on avance de 1, c'est B plus 1. Print I. Par exemple, affiche de l'exemple qu'ils ont donné, affiche de 9, ça va afficher les entiers de 2 jusqu'à 9, verticalement ou horizontalement, ça, peu importe. Question suivante. Écrire la fonction appartient de x à b, qui reçoit en paramètre trois entiers x, a, b tels que a inférieur ou égal à b. Donc ça c'est donné. Et qui retourne true si x appartient à l'intervalle des entiers a, b, sinon la fonction retourne false. Par exemple, appartient de 5 de 9 retourne true parce que 5 appartient à l'intervalle de 9. Mais 15 n'appartient pas, donc ça renvoie false. On rappelle que c'est impossible d'utiliser la fonction de la question 1 dans cette question 2, parce que la question 1, il ne fait qu'afficher les entiers de A jusqu'à B. Donc on ne peut pas utiliser cette fonction dans la question 2. Il faut reprogrammer la question de 0. Donc quand est-ce que x appartient à l'intervalle AB, sachant que A est inférieur ou égal à B, ben, si x est supérieur ou égal à A et inférieur ou égal à B, il suffit de faire le test if x est supérieur ou égal à 1 and x inférieur ou égal à b, là également, comme on le dit toujours, if condition return true, il suffit de directement, sans avoir besoin de faire ce test, de retourner la valeur de la condition. La condition est une valeur booléenne. Donc appartient de 5 de 9, ça doit renvoyer true. Appartient de 15 de 9, ça donne false. Donc le test va donner true puis false. Appartient, ou bien écrire la fonction, voilà, true. La première est dans true, et la deuxième est dans false. Le programme interprète n'affiche que la dernière valeur. Question suivante. Ici, la fonction somme de AB qui reçoit en paramètre deux entiers A et B, tels que A inférieur ou égal à B, et qui retourne la somme des entiers appartenant à l'intervalle AB. C'est une somme classique, donc pour sommer les valeurs de A jusqu'à B, il faut créer une variable initialisée à l'élément neutre de la somme. Il faut prendre toutes les valeurs de A jusqu'à B inclus. B inclus, ça dépend. Il faut arrêter un B plus 1 pour pouvoir inclure B. La somme c'est S plus, donc on va ajouter I à S, puis le résultat sera affecté à S. Une fois on a fait ça pour toutes les valeurs de I, de l'intervalle AB, on sort de la boucle et on envoie cette somme. Somme de 9, ça va donner la somme des valeurs de 2 jusqu'à 9, c'est-à-dire 44.
Somme de 5 10, 5 12, ça va donner 68. Déterminer la complexité de la fonction somme AB avec justification. Donc la fonction, on va dire, la fonction somme contient essentiellement une boucle for, qui répète de l'ordre de P-1, B-1 fois une instruction élémentaire, des instructions élémentaires. Donc, cette fonction est en contour de B-1. Il est de complexité linéaire en fonction de B-1. Question suivante. Écrire la fonction produit de AB qui reçoit un paramètre de l'entier AB tel que A inférieur égal à B et qui retourne le produit des entiers appartenant à l'intervalle AB. Là, cette fois, on va faire un produit. C'est identique à ce qu'on a fait pour la somme, sauf que pour un produit, créer une variable, l'initialiser à l'élément neutre du produit. Ensuite, même boucle, de A jusqu'à B plus 1 non inclus, donc on va arrêter à B. On affecte à F la valeur de F fois I. Donc, première valeur de I, c'est A. On va calculer F fois A, c'est-à-dire 1 fois A. Ça va donner A. Donc, F, c'est égal à A. Ensuite, on revient à la boucle. Prend la prochaine valeur A plus 1. On la multiplie par F. Ça fait A fois A plus 1. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur. On sort de la boucle et on renvoie ce F. Produit de 2, 7, ça donne 5040. On va vérifier. Voilà. Question 6. Qui a la fonction liste éléments de AB qui reçoit un paramètre de entiers A et B tel que A inférieur à B et qui retourne une liste contenant les éléments de l'intervalle des entiers AB. Qui retourne une liste contenant les éléments de l'intervalle. Donc ça fait la fonction liste. Non. C'est une fonction qui renvoie une liste, donc il faut créer une liste vide. Ensuite, for I in range A jusqu'à B plus 1, on va remplir L par la valeur de I. On sort de la boucle et on envoie le contenu de L. De jusqu'à 9, par exemple, ça vous donne les valeurs de cette liste. On peut également remplacer ce code-là par une liste par compréhension, c'est-à-dire on va renvoyer les valeurs de I, on va remplir une liste, donc on va renvoyer une liste return, une liste par compréhension, qui est remplie par les valeurs de I, avec I appartient à l'intervalle A, B plus 1, et sans condition. Les deux versions sont valables. Dernière question, qui a la fonction intervalle de L qui reçoit en paramètre une liste L de nombres entiers triés dans l'ordre croissant. La fonction retourne true si L représente un intervalle, sinon la fonction retourne false. Intervalle de L.
Intervalle de L, on peut utiliser la fonction liste éléments, tout simplement. C'est-à-dire comparer la liste L à prendre le premier élément, c'est-à-dire L de 0, le dernier élément de L, c'est-à-dire L de moins 1, ou bien L de l'un de L moins 1, créer une liste avec la fonction de la question précédente, liste éléments de A jusqu'à B, et comparer le contenu de M et de L. S'ils sont égaux, ça veut dire que L est un intervalle, sinon, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un intervalle. Donc si je prends la première valeur de L, c'est-à-dire la première valeur de l'intervalle, et la dernière valeur de L, c'est-à-dire la dernière valeur de cet intervalle, ben, si je crée une liste des valeurs de la première valeur jusqu'à la dernière, et ça donne la même liste L, ça veut dire qu'il s'agit d'un intervalle. Donc, de la même manière, il suffit de ne pas comparer directement, envoyer la comparaison avec se forme d'une condition qui est, comme on a dit dans les questions précédentes, un booléen. Donc si je vérifie ça, par exemple, intervalle de la liste, c'est 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, ça donne true. Si on vérifie pour la valeur 4, ben on va, voilà, 4, on va supprimer par exemple une valeur, 4, 5, 7, 8. Ça donne false. Puisque la liste créée à partir de la première valeur et de la dernière valeur, dans ce cas la liste M, il contient 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la liste L, c'est-à-dire cette liste, est différente de cette liste, la liste R. Voilà pour cet exercice. Donc nous allons passer par la suite à la partie 1, base de données et langage SQL, qui est une partie commune à l'épreuve des trois filières MP, PSI et TSI. La partie base de données porte sur les élections. Dans un groupe de plusieurs personnes, on propose d'organiser des élections selon les règles suivantes. Une personne peut voter pour n'importe quelle personne, y compris pour soi-même. Une personne a le droit de voter 2 fois, mais pas pour la même personne. Notez bien, les candidats aux élections sont des personnes pour qui on a voté. Pour gérer les résultats de ces élections, on propose d'utiliser une base de données composée de 2 tables. Table personne et table votée. Vous avez la description de chaque table, description détaillée avec les données, un extrait des données de chaque table. Première question, demande d'écrire une requête SQL qui permet d'ajouter dans la table personne les enregistrements suivants. Ajouter des enregistrements ou bien ajouter des données dans une table, c'est la requête insert. Il y a plusieurs syntaxes pour écrire cette requête. Donc, par exemple, insert into. Le nom de la table, c'est la table personne, values, et on donne les valeurs selon l'ordre de leur apparition dans la base de données. Première personne, il a le code 123, c'est un entier, donc pas besoin de l'encadrer entre les simples codes. Le nom, le prénom et le genre, par contre, sont des chaînes de caractères. Il faut impérativement utiliser les simples codes. Ici, Myriam, de genre féminin. Pour respecter la casse donnée par l'énoncé, majuscule, c'est majuscule et minuscule également.
Mariam, et le genre féminin. Donc vous avez deux choix, soit on met point virgule et on va faire de même pour la deuxième ligne, soit on met virgule et on donne le deuxième tuple qui représente la deuxième personne. Deuxième personne, c'est 138. Le code, c'est un entier 138. Le nom, Cora. Le prénom, Ahmed. Et le genre, masculin. On rappelle que SQL n'est pas sensible à la casse pour les commandes. Vous pouvez écrire les commandes en minuscules, en majuscules, comme vous voulez. Par contre, il faut faire attention aux valeurs des chaînes de caractères. La casse doit être respectée. Ça, en ce qui concerne la question 1. Dans la question 2, c'est une question qui concerne la partie algèbre relationnelle. On demande d'écrire la requête qui donne les codes, les noms et les prénoms des personnes qui ont voté pour le candidat ayant le code 394. La première règle dans une requête en algèbre relationnelle ou bien en SQL, c'est qu'il faut bien identifier les tables qu'on va utiliser dans notre requête. Ici, on demande les codes, les noms et les prénoms des personnes. Le code, le nom et le prénom des personnes, ça se trouve dans la table personne, donc forcément, on va utiliser la table personne. On cherche le code, le nom et le prénom des personnes qui ont voté pour le candidat ayant le code 394. Donc 394, c'est le code C dans la table vote. On va chercher le code P à partir de cette table, des personnes pour lesquelles le code C c'est 394. L'essentiel, c'est qu'on va utiliser les deux tables. Par utilisation de deux tables, donc forcément, il y a la notion de jointure entre les deux tables. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la notion de jointure entre les deux tables, table personne et table vote. Et pour faire une jointure entre deux tables, il faut que ces deux tables aient une colonne en commune. Une colonne commune. Ici, ça se trouve que le code qui est la clé primaire de la table personne, il correspond au code P de la table vote. Donc on fait une jointure entre les deux tables, à condition que le code de la table personne soit égal au code P de la table vote. On rappelle que dans la jointure, on va avoir une nouvelle table dont les colonnes sont les colonnes des deux tables participantes à la jointure, c'est-à-dire la table personne et la table vote. Et dans les lignes, c'est la concaténation de chaque ligne de la première table, la table personne, avec toutes les lignes de la table vote qui respectent la condition. Bien sûr, on n'est pas intéressé par toutes les lignes de cette relation, de cette nouvelle table, de ce résultat. On est intéressé par les lignes pour lesquelles le code C est égal à 394. Donc on va prendre cette relation et on va faire une sélection sur le résultat de cette jointure pour lequel le code C est égal à 394. Ensuite, ce qu'on a demandé dans la question, c'est le code, le nom et le prénom. On n'a pas besoin de toutes les colonnes résultantes de la jointure, c'est-à-dire les colonnes de la table personne plus les colonnes de la table vote. On a besoin du code, du nom et du prénom. Puisqu'on a besoin d'un sous-ensemble de colonnes à partir d'un ensemble de colonnes, on va faire une projection sur le résultat de cette sélection, ce qui donne le résultat suivant.
Ça en ce qui concerne la requête utilisant les opérateurs de l'algèbre relationnelle. La question suivante, ou les questions suivantes, question 3. On demande d'écrire la requête SQL qui donne les codes, les noms et les prénoms des personnes qui ont voté pour le candidat ayant le code 394. Ben, c'est la même chose que la question 2, sauf que c'est en SQL. Et plus on demande de trier les résultats par ordre croissant des codes. Pas de même, on demande le code, le nom et le prénom des personnes qui ont voté pour le candidat ayant le code 394, donc utilisation de deux tables. Donc ce qu'on va faire, donc select, donc à côté de select, on va écrire toutes les colonnes qu'ils ont demandé, le code, le nom et le prénom. Puis, dans la classe from, on écrit toutes les tables qu'on va utiliser. Ce sont les deux tables personne et vote. Là, puisqu'on a deux tables dans la clause from, ça veut dire qu'on va faire une jointure. Donc la première chose à laquelle il faut penser, c'est la condition de jointure. Donc code est égal à code P. Et par la suite, on peut penser aux autres conditions. Puisqu'on a demandé le code, le nom et le prénom des personnes qui ont voté, c'est-à-dire ça concerne le champ code P de la table vote, pour le candidat ayant le code 394. Donc 394, c'est le code du candidat, c'est code C. Donc on va ajouter une condition de sélection. Code C égale à 394. On a demandé de trier les résultats par ordre croissant du nom. Donc on va utiliser la clause order by. Order by code. C'est ordre. Cet ordre doit être donné par ordre croissant. Donc soit vous mettez ASC, c'est l'ordre ascendant, croissant. Soit vous ne mettez rien, c'est la valeur par défaut. Question 4. Donc on demande d'écrire la requête SQL qui donne les codes, les noms, les prénoms et les genres des candidats dont le nom contient au moins 5 caractères et le deuxième caractère du nom est A. Le résultat doit être trié dans l'ordre alphabétique des noms et des prénoms. Donc on demande les codes, les noms, les prénoms et les genres. Le code, le nom, le prénom, c'est-à-dire que on demande d'extraire toutes les colonnes de la table personne. Puisqu'on cherche, on ne cherche que les candidats, ça veut dire que il faut que ce code-là appartient à la colonne code C de la table vote. Qui veut dire qu'il faut faire une jointure entre les deux tables. Donc, ce qu'on va écrire, on va écrire select. Bien sûr, dans la clause from, on va utiliser les deux tables, c'est-à-dire la table personne. On va lui donner un nom, P par exemple. C'est un alias, c'est un nom temporaire. Table vote, on va lui donner comme nom V. On va sélectionner toutes les colonnes de la table personne, donc c'est P.étoile pour éviter de citer toutes les colonnes. Premièrement, la condition de jointure, donc P.code égale V.C. Pour chaque fois revenir à la table pour voir comment ces colonnes s'équipent. Respecter la manière d'écriture des colonnes. Pas respecter les accents, respecter le nom de la colonne, mais pour les majuscules, minuscules, le SQL n'est pas sensible à la classe. Vous pouvez l'écrire comme vous voulez.
Donc, on demande les noms, les prénoms et les genres des candidats dont le nom contient au moins 5 caractères. Et le deuxième caractère du nom est un A. Donc, on a une condition where p.nom like au moins 5 caractères, donc on va écrire underscore. Deuxième caractère du nom, c'est un A. Troisième est inconnu. Le quatrième est inconnu. Le cinquième également. Puis, pourcentage pour le reste. On rappelle que le caractère underscore, il remplace exactement un caractère inconnu. Le symbole pourcentage, il remplace un nombre non déterminé de caractères inconnus, de 0 jusqu'à un nombre défini à travers les valeurs de la base de données. Ça veut dire que le minimum, c'est 5 caractères, le maximum, c'est en fonction des valeurs de ce champ dans la base de données. On a demandé de trier le résultat par nom et par prénom. C'est order by nom, prénom. On rappelle que lorsqu'on trie selon 2 ou colonne en plus, on ne passe à la deuxième colonne que si on trouve deux personnes, deux résultats, deux lignes qui ont la même valeur pour le nom. Ici, on a acquis ni l'ordre ascendant ni l'ordre descendant. Ça veut dire que par défaut, on va faire le tri par ordre ascendant, c'est-à-dire l'ordre croissant. C'est le tri par ordre alphabétique. Voilà pour cette question. Question 5. On demande d'écrire la requête SQL qui donne les codes, les noms, les prénoms des personnes du genre masculin qui n'ont pas voté. Donc on cherche le code, le nom et le prénom des personnes, donc c'est la table personne, du genre masculin, c'est une condition, qui n'ont pas voté. Les informations sur les votes sont enregistrées dans la table vote. Ça veut dire que dans ce cas, on va utiliser les deux tables. On va sélectionner les noms et les prénoms et le code des personnes masculines dans le code P, dans la table vote. Donc le code n'existe pas dans le code P de la table vote. C'est-à-dire qu'on va écrire question 5, select code, nom, prénom, from la table personne. La condition, c'est que le code de la table personne n'existe pas dans la liste des codes P. À partir de la table vote. Une deuxième condition, c'est que code genre soit égal à 1M. Ce sont des personnes masculines dont le code n'existe pas dans la table vote. Voilà pour cette question. Donc je rappelle que pour cette question, pour l'épreuve de MP, ils ont demandé les personnes de genre masculin qui n'ont pas voté. Et pour l'épreuve de psy, ils ont demandé les personnes du genre féminin. Pour l'épreuve de TSI également. Donc aucune différence qu'on va modifier dans la requête, c'est le genre. Au lieu de M, on va saisir F. Voilà. Question suivante. On suppose qu'un candidat a réussi d'obtenir plus de 50% du compte total des votes exprimés. On demande d'écrire la requête SQL qui donne le code, le nom et le prénom et le genre
le code, le nom, le prénom et le genre de ce candidat. Là, il y a plusieurs manières de le faire également. Par exemple, on va sélectionner cette fois également. On va utiliser les tables personnes et vote. On va utiliser des alias pour les tables, pour éviter des noms trop longs. Donc, on va, dans la clause from, utiliser la table personne. Vous pouvez utiliser l'opérateur as_p, indirectement avec espace, vote as_b. Comme ça, on va, dans la clause selects, utiliser la notation pointée pour sélectionner toutes les colonnes. Donc, p.étoile, au lieu de devoir préciser toutes les colonnes de la table personne. Donc, c'est p.étoile pour exprimer qu'on va extraire toutes les colonnes de la table personne. Select p.étoile, donc personne as p, vote as v. Et par la suite, il faut, puisqu'on a utilisé le table, il faut la condition de jointure, p.code égale v.code p. Là, ce qu'on va faire, on va faire un groupement par code candidat. Un groupe by code C, donc v.code C, pour être précis. Pour chaque numéro de candidat C, on va regrouper toutes les lignes qui concernent ce candidat dans un sous-ensemble, puis on passe au deuxième candidat, on fait de même, et ainsi de suite. Par la suite, on va compter ces lignes. On va appeler ça n par exemple. Ensuite, on aura le nombre de votes pour chaque candidat. Il suffit de trier ces valeurs par ordre décroissant. Ordre décroissant, descendant, puisqu'on a dans l'énoncé supposé qu'il y a un candidat qui a réussi à obtenir plus de 50% du compte total des votes, un seul, il suffit dans la requête, après avoir trié les résultats par ordre décroissant, de limiter les résultats qui seront affichés à une seule ligne. Ce sera la ligne du candidat concerné. Ça, c'est pour la question 6. La dernière question de cette épreuve, question 7. On suppose qu'aucun candidat n'a réussi à obtenir plus de 50% du compte total des votes exprimés. On demande d'écrire la requête SQL qui donne le plus grand, le plus petit et la moyenne des comptes de vote des candidats. Là également, ce qu'on va faire, on va utiliser les fonctions d'agrégation. Donc on va utiliser la fonction min de n, max de n, et la moyenne average de n, from. Dans la clause from, on va créer une requête select
on va compter les votes de chaque candidat. Donc count étoile as n from vote personne where code égale code P, code égale code P, group by code C. On va faire de cette manière. Voilà. Donc la sous-requête qu'on a ici, son objectif c'est de compter le nombre de lignes des deux tables votées personne. Après avoir fait une jointure pour savoir qui a voté pour qui, on fait un groupement par code C. C'est-à-dire que pour la même personne, le même candidat, on va occuper toutes ces lignes, c'est-à-dire on aura toutes les lignes pour lesquelles on a fait un vote pour lui, et on va créer un sous-ensemble qui le concerne. Et on va faire ça pour chaque candidat. On va sélectionner à partir de cette requête la valeur minimale, la valeur maximale et la moyenne de ces comptes. Voilà pour l'épreuve de la partie base de données. On va passer par la suite à la partie calcul numérique et simulation. Partie 2. Calcul numérique. Donc c'est une partie qui porte sur l'interpolation polynomiale, tout comme les parties du calcul numérique des épreuves de la filière PSI et TSI. Donc dans cette partie, on suppose que les modules NumPy et Matplotlib sont importés avec les deux instructions suivantes. En analyse numérique, l'interpolation polynomiale est une technique d'interpolation d'un ensemble de données ou d'une fonction par un polynôme. Étant donné n points dans le plan, x0, y0 jusqu'à xn-1, yn-1 avec les xi distincts 2 à 2, on cherche le polynôme a de degré au plus n-1 qui passe par ces points. Supposons que le polynôme d'interpolation est le suivant, donc a de x égale à a0 plus a1 x1 jusqu'à an-1 fois x à la puissance n-1. Afin que le polynôme a de x passe par l'ensemble des points x, y interpolés, il doit vérifier a de x égale à yi. Ainsi, on obtient un système d'équations linéaires m fois a égale à y, dont l'écriture matricielle est la suivante. Pour construire le polynôme a de x, il faudra donc résoudre ce système afin d'obtenir des valeurs des coefficients ai du polynôme a de x. On demande, dans la première question, d'écrire la fonction du groupe de P qui reçoit en paramètre une liste P de tuples qui représentent les points interpolés. La fonction construit et retourne deux vecteurs x, y qui contiennent respectivement les abscisses et les ordonnées des points de P. Vous avez un exemple. Donc, découpe, on va définir la fonction découpe de P qui renvoie deux listes. On peut le faire de plusieurs manières. Donc, le renvoi de liste, on va créer deux listes vides. Ensuite, on va parcourir la liste P, la liste de tuples. Vous avez le choix soit de faire le parcours par indice en écrivant for in range de len de P. Cette méthode est toujours valable, quel que soit le contexte ou l'exemple qu'on va traiter. Sinon, dans ce cas-là, on n'a pas besoin des indices, on peut écrire un parcours par valeur for x in P. X, c'est un tuple. On va remplir grand X, la liste, par le premier élément, c'est-à-dire l'abscisse du point X, et Y par l'ordonnée, c'est X de 1. Ensuite, une fois on sort de la boucle, ça veut dire qu'on a traité tous les points. Il suffit de renvoyer X et Y.
Une autre alternative, c'est de le faire à travers une liste par compréhension. Donc, ce qu'on va écrire, return, une liste qu'on va remplir par les éléments x de 0 dans un premier temps, avec x tuple de p, donc x in p, et une autre liste de la même forme avec les ordonnées x de 1 pour chaque élément x in p également. On peut faire le test pour l'exemple donné dans la question. Donc avec p égale cette liste, une liste de tuples, les groupes de p, il doit envoyer les deux listes concernées sous forme d'un tuple. Bien sûr, une fonction qui renvoie deux valeurs, et il renvoie les valeurs sous forme d'un tuple. Question suivante. On demande d'écrire la fonction matrice de x qui reçoit en paramètre la liste x des abscisses xi, des points interpolés et qui construit et retourne la matrice M suivante. Donc, dans la première colonne, il n'y a que des 1. La deuxième colonne, c'est les abscisses, les valeurs de la liste grand X. La troisième colonne, ce sont les mêmes valeurs, mais élevées à la puissance 2, ainsi de suite. Puisque les colonnes et les lignes, ils sont indexés, et les indices commencent par 0 et se terminent par n-1, avec n le nombre d'éléments de la liste des abscisses, on peut remarquer que les puissances de la liste X sont les mêmes que les indices I dans ce cas. Donc, ce qu'on va faire, on va définir notre matrice X. On va calculer n, la longueur, le nombre d'éléments de X. On va créer une matrice puisque le module NumPy est supposé importer, on peut l'exploiter pour créer une matrice carrée d'ordre n remplie de 0. Puis, on va boucler pour i in a range de n. M de ij sera égal à x de i à la puissance i. Donc pour i in a range de n, ou for j in a range, bien sûr, il faut boucler, c'est une matrice, il faut boucler sur les lignes et sur les colonnes. Pour j in a range de n, m de ij est égal à x de i à la puissance j. Ce qui veut dire, pour i égale à 0, on va parcourir toute la première ligne, de 0 jusqu'à n-1. Ça sera x de 0 à la puissance 0, c'est-à-dire 1, c'est la première colonne. Ensuite, x de 0 à la puissance 1, x de 0 à la puissance 2, jusqu'à x de 0 à la puissance n-1. Une fois on a fait ça pour m de 0, j, c'est-à-dire la première ligne, toutes les colonnes de la première ligne, on va passer à la deuxième ligne, et ainsi de suite. Une fois on a fait ça pour toutes les valeurs de m, on renvoie la matrice M. Voilà. Donc si on prend cet exemple, par exemple l'exemple donné, pour x égale cette liste, de moins 1 jusqu'à la valeur 3, donc matrice de x, ça va donner une matrice carrée. On a oublié. Matrice de x. Alors, j'ai oublié d'importer le module, mais c'est importé pour l'énoncé, mais il faut le faire pour pouvoir importer le module. NumPy
et bien sûr Matplotlib pour le tracé de cours par la suite. Voilà, il faut importer le module pour pouvoir faire le test. Vous pouvez voir que la première colonne, c'est toujours des valeurs 1. 1 moins 1 pour la première ligne. 1 moins 1, 1 moins 1, 1 moins 1, 1. C'est la même chose que cette ligne. Si on regarde la dernière ligne, 1, 3, 9, 27. Dernière ligne. Donc c'est 1, 3, 9, 27, 81, 243 et 729. Et c'est bien la même liste. Le module NumPy contient ce module NILALG. Ce sous-module contient la méthode solve qui permet de résoudre le système m fois a égale y. La méthode solve reçoit en paramètre la matrice m et le vecteur y et il retourne le vecteur a, la solution du système, qui contient les coefficients du polynôme a. On demande d'écrire la fonction polynôme de P qui reçoit en paramètre la liste P de tube qui représente les points à interpoler. La fonction calcule et retourne le vecteur a qui contient les coefficients du polynôme interpolateur passant par ces points. Vous avez toujours un exemple. Donc on va définir notre fonction polynôme qui prend comme paramètre P. On va découper, on va utiliser la fonction de la question I1 pour découper la liste P des points en une liste d'abscisses et une liste d'ordonnées. Ensuite, on va construire à partir de X la matrice M avec la fonction de la question précédente. Et ce qui reste, c'est de résoudre le système. On a la matrice M, on a les seconds membres Y. Donc avec le module linalg de NumPy et la méthode solve, on peut résoudre ce système facilement. Et on renvoie la solution. Donc si on exécute pour la même liste, voilà, on aura 1,18 jusqu'à 0,003. Voilà, 1,18 jusqu'à la dernière valeur 0,003. Question suivante, puisqu'on a à partir de ça la matrice A, solution du système, qui contient les coefficients du polynôme interpolateur à partir de nos points, on demande d'écrire la fonction image de AX qui reçoit en paramètre un réel X et le vecteur A contenant les coefficients du polynôme interpolateur. La fonction retourne l'image de X par le polynôme interpolateur A. C'est un calcul classique de une somme S égale à 0 for I in a range de len de A. On va sommer A de I, le coefficient de A, multiplié par X à la puissance I. Donc c'est A de 0 fois X de 0. Ça, on revient bien sûr à la première notation qu'ils ont donnée au départ pour le polynôme interpolateur. Voilà, A de X est égal à A0 plus A1 fois X à la puissance 1 plus A2 fois X à la puissance 2. Avec des listes, c'est A de 0 fois X à la puissance 0. Ça veut dire que c'est A de 0 plus A de 1 fois X à la puissance 2 à la puissance 1 plus A de N-1 fois X à la puissance N-1. Par exemple, avec la liste de la question précédente et la valeur 4, on obtient la valeur moins 10,23. On va vérifier. Donc on va supposer que ça c'est A. Voilà, on va afficher image de A et de 4. On va vérifier que c'est égal à presque moins 10. Voilà, on a oublié de renvoyer, bien sûr, pour renvoyer la valeur de S dans la fonction image. Voilà, c'est moins 10,23. C'est bien la valeur envoyée par cette fonction. Dernière question. On demande de
d'écrire la fonction courbe de P qui reçoit en paramètre la liste P de tuples qui représente les points interpolés. La fonction trace la représentation graphique du polynôme interpolateur A de x qui passe par tous les points de P. Le nombre de points générés dans la courbe est 500. Donc, on définit notre fonction courbe de P. On va commencer tout d'abord par découper cette liste P en deux listes, liste des abscisses, liste des ordonnées. On va faire appel à la fonction polynôme qui à son tour appelle la fonction matrice et la fonction solve de linearc pour résoudre le système polynôme de P. Ensuite, on va donc calculer la liste. On va générer une liste de points en utilisant la fonction linspace de NumPy de la valeur minimale des abscisses jusqu'à la valeur maximale des abscisses. On va générer 500 points. Ensuite, on va calculer l'image de chaque point par la matrice, par la liste A de ces points XX. Et par la suite, on va tracer plt.plot on va tracer tout d'abord les points utilisés dans l'interpolation. On va les marquer avec O. Donc on va marquer chaque point tracé, puis on va tracer une courbe qui est la courbe du polynôme interpolateur. Donc xx, y en fonction de xx. Et par la suite, il faut afficher la courbe tracée. Voilà. Il suffit de tracer, de faire appel à la fonction pour voir le résultat final. Voilà. Je crois que c'est le même résultat que... Voilà. Moyennant ajouter une grille. Mais c'est un détail très... C'est un détail qui est simple, vous pouvez ne pas le faire. Voilà. Uniquement la grille. Voilà pour cette correction. Partie 3. Problème Python, qui traite les nombres premiers et la cryptologie, et plus particulièrement le chiffrement RSA. Ben, vous pouvez lire le sujet à tête reposée, il est bien expliqué, bien introduit. Ben, dans la plupart des cas, c'est une introduction pour comprendre, pour introduire le sujet uniquement. L'essentiel pour nous, c'est que l'objectif de cette partie est d'implémenter l'algorithme de chiffrement RSA en langage Python. Rappel. En Python, l'opérateur modulo est représenté par le symbole pourcentage. A pourcentage B renvoie le reste de la division entière de A par B. Exemple, 17 modulo 5 renvoie le reste 2, 12 modulo 6 renvoie le reste 0, parce que 12 est divisible par 6, et 12 modulo 15 renvoie le reste 12, parce que 12 est strictement inférieur à 15. Calcul du PGCD par la méthode d'Euclide, plus grand commun diviseur. On considère l'algorithme d'Euclide qui permet de calculer le plus grand commun diviseur PGCD de deux entiers strictement positifs A et B. En entrée, on va donner deux entiers strictement positifs A et B. Ensuite, on calcule le reste de la division de A par B. On l'affecte à R. Tant que ce reste est différent de 0, on affecte à A la valeur de B et à B la valeur de R. Et puis, on recalcule le modulo, on recalcule le reste. On revient à la boucle. Si le reste reste différent de 0, on refait ça. Sinon, on sort de la boucle et on renvoie la valeur de B. Vous avez des exemples. Question 1. On va définir notre fonction PGCD, A et B. On va respecter à la lettre l'algorithme. On a dit qu'on va calculer premièrement le reste de la division de A par B. Tant que ce reste est différent de 0, on affecte à A la valeur de B, à B la valeur du reste, et on recalcule ce reste.
Une fois le reste de bien égal à 0, on sort de la boucle, on renvoie la dernière valeur de B. Exemple, on va afficher PGCD de 12 et 15. Normalement, le PGCD de 12 et 15, c'est 3. PGCD de 145, l'exemple qu'ils ont donné est 60. Ça fait 5. 60, si on les inverse pour l'algorithme de Clit, ça ne pose aucun problème. Il va l'inverser dès la première itération de la boucle. Voilà pour cette question. On continue. Donc les nombres premiers entre eux. Deux nombres entiers strictement positifs A et B sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1. Question 2. On demande d'écrire la fonction premier de AB qui reçoit en paramètre deux entiers strictement positifs A et B qui retourne true si A et B sont premiers entre eux, sinon la fonction retourne false. Exemple, premier de 63 et 20 return true, premier de 115 et 75 renvoie false. Donc, question 2. Premier A et B. Donc, deux nombres premiers si leur PGCD est égal à 1. Donc, c'est très simple, on va envoyer si le PGCD de A et B est égal à 1, return true, sinon, return false. Sinon, on peut écrire directement return PGCD de A et B égale 1. C'est une comparaison qui renvoie true si il est vérifié, sinon il renvoie false. Donc, PGCD de 60 et de 23 ça envoie la valeur 1. Ça veut dire que le premier de 63, 60 et 23 renvoie true. Premier de 115 et 75, ça donne false. Voilà pour cette question. Équation et coefficient de Bézout. L'équation de Bézout est une équation à deux variables entières x et y de la forme a fois x plus b fois y égale à c. Cette équation admet deux solutions entières uniquement si le nombre c est divisible par le PGCD de a et b. Ainsi, l'équation ax plus by égale 1 admet deux solutions quand a et b sont premiers entre eux. Pour trouver une solution de l'équation de Bézout, a fois x plus b fois y égale à 1, on utilise l'algorithme de Clit. Par exemple, on considère les deux nombres premiers entre eux, 120 et 23. Et on propose de trouver une solution de l'équation de Bézout, 120x plus 23y égale à 1. Pour cela, on commence par rassembler dans une liste les valeurs intermédiaires de A et B dans l'algorithme de Clit. Si A égale à 120, B égale à 23, R, le reste de la division A modulo B, 120 modulo 23, on reçoit 5. Je donne à A la valeur de B, à B la valeur du reste. Le reste de 23 par 5 donne 3. C'est différent de 0, donc je donne à A la valeur de B et à B la valeur du reste. 5 modulo 3 est égal à 2. C'est toujours différent de 0. Je continue, 3 modulo 2 est égal à 1, et puis 2 modulo 1 est égal à 0. Les valeurs intermédiaires de A et B sont 120, 120, 23, les premières valeurs de AB, 23, 5, 5, 3, 3, 2 et de 1. Question 3, on demande d'écrire la fonction liste de valeurs de AB qui reçoit en paramètre deux entiers strictement positifs A et B premiers entre eux. Donc ça c'est donné par l'énoncé, on ne va pas le vérifier. La fonction retourne une liste de tuples contenant les valeurs intermédiaires de A et B dans l'algorithme de Clit. Vous avez un exemple. Donc la fonction s'appelle liste de valeurs de AB. Question 3. Liste de valeurs AB. Puisqu'on va renvoyer un reste, on va commencer par affecter à une liste le premier couple de valeurs, c'est les valeurs de A et B. Ensuite, on va calculer le reste de A modulo B. De la même manière que ce qu'on a fait pour le PGCD, tant que ce reste est différent de 0,
On va affecter à A la valeur de B, à B la valeur du reste. Là, on a changé la valeur de A et de B, on va les ajouter à L sous forme d'un tuple. Puis on va recalculer le reste. Une fois le reste devient égal à 0, on va sortir de la boucle et on va renvoyer cette liste. Par exemple, si A est égal à 120 et B égale à 23, voilà, on va envoyer la liste des valeurs de l'exemple. Voilà. C'est tout pour cette question. Ensuite, on utilise la liste des valeurs intermédiaires dans le sens inverse, comme illustré dans le tableau suivant. Donc, on a commencé par la dernière valeur de la liste de l'exemple précédent. U égale à 1, ben, on affecte à U la valeur de U de V et à V la valeur de U moins A sur B fois V. C'est-à-dire que U prend 1 et V prend U moins A sur B fois V. Ça veut dire que ça va prendre 1 moins 2 sur 1 fois 1. Bien 2 moins 1, ça fait 0. 2 moins 2 sur 1 fois 1. Ça fait 0. Donc on affecte à U la valeur, prochaine étape, la valeur de V, c'est-à-dire 0, et on recalcule U. C'est 1 moins 2 sur 1 fois 0 égale à 1. Ainsi de suite. Ainsi, le tuple, en fin de compte, moins 9,47 est une solution de l'équation de Bézout. 120x plus 23y égale à 1. En plaçant x par la première valeur de ce tuple et y par cette valeur, on va pouvoir vérifier ça. Question 4, on demande d'écrire la fonction coefficient Bézout de AB, qui reçoit un paramètre de entiers strictement positif A et B. Premier entre eux, la fonction retourne un tuple UV, solution de l'équation de Bézout. Exemple, coefficient de Bézout de 120,23 retourne le tuple moins 9,47. Voilà, question 4. Fonction coefficient Bézout de A et B. On affecte à U et V les valeurs 1 et 0. Ensuite, on renvoie la liste à travers la fonction de la question précédente, la liste des valeurs intermédiaires de A et B, qu'on doit utiliser à l'inverse. Donc, on va utiliser, soit on peut le faire par slicing, L égale L de point moins 1, ou bien on peut utiliser les méthodes directement, une méthode qui ne renvoie rien mais qui inverse l'ordre des éléments de la liste, la méthode reverse. Pour chaque élément x in L, on va calculer U et V. U virgule V égale, on affecte à U la valeur de V en parallèle et à U la valeur de U moins x de 0 sur x de 1 fois la valeur de V. Une fois on a traité toutes les valeurs, on sort de la boucle et on renvoie le couple de valeurs UF. Voilà, on va tester ça pour coefficient. Pour la valeur, les mêmes valeurs 120 et 23. Voilà, ça donne moins 17,59,6, 95,32. C'est pas si bien l'exemple. Moins 9 et 47, c'est pas 120 et 23. Ah, il faut faire la division entière. Voilà. Il faut faire la division entière comme ça. Donc, moins 9 et 47. Voilà. Vous travaillez avec des entiers. C'est normal parce qu'on calcule le PGCD, on fait des divisions entières.
Voilà pour cette question. Calcul de la clé publique et la clé privée du chiffrement RSA. Algorithme de création de la clé publique et de la clé privée. C'est déjà introduit dans le sujet, l'introduction qu'on n'a pas lue. Le chiffrement RSA, il se base sur deux types de clés, la clé publique et la clé privée. Cet algorithme, il permet de calculer la clé publique et la clé privée. En entrée, P est qu'à deux entiers positifs distincts qui sont premiers, suffisamment grands. Ensuite, on affecte à n la valeur de P fois K et à M la valeur de P-1 fois Q-1. Pour K allant de M-1 à 2, avec un pas de moins 1, si K et M sont premiers entre eux, alors on affecte à D et V la solution de l'équation Bizout de K fois K M égale à 1. Si D entre 2 et M, alors la boucle s'arrête. Une fois on a fait ça pour toutes les valeurs de K, on sort des boucles et on renvoie la valeur de NK, les deux couples NK et ND. Notez bien, le tuple NK représente la clé publique et le tuple ND représente la clé privée. Pour tester si un entier est strictement positif et premier ou non, on utilisera la propriété suivante. Un entier strictement positif x est premier s'il ne possède pas de diviseur entre 2 et la racine et la partie entière de la racine de x. Donc, question 5. Écrire la fonction f premier de x qui reçoit en paramètre un entier strictement positif x et qui retourne true si x est premier. Sinon, la fonction retourne false. Notez bien, par définition, bien sûr, le nombre a n'est pas un nombre premier. Vous avez des exemples. Question 5. La fonction est premier de x. Bien respecter la syntaxe des fonctions données. Est premier, donc ce qu'on va faire, si x est inférieur ou égal à si x est inférieur ou égal à 1, il n'est pas premier par définition. Sinon, for i in a range de 2 jusqu'à la partie entière de x, de racine de x, donc int de x à la puissance 0.5 plus 1, pour l'inclure dans le calcul. Si x modulo i est égal à 0, return false. Sinon, on sort de la boucle, ça veut dire qu'on n'a trouvé aucun diviseur dans cet intervalle, on renvoie tout. Là, par exemple, est premier de 12, ça renvoie false, de 15 false, de 4, de 3, toujours 3 est un nombre premier, 5, 7, 11, ce sont des nombres premiers. Voilà pour cette question. Question 6. On demande d'écrire la fonction case de PQ qui reçoit en paramètre deux entiers positifs distincts P et Q premiers en utilisant l'algorithme de création des deux clés privées et publiques ci-dessus. La fonction retourne une liste contenant les deux tuples. Le premier tuple représente la clé publique et le deuxième tuple représente la clé privée. On va le tester pour les mêmes valeurs de l'exemple. Donc on va suivre l'algorithme à la lettre. Et ce que vous devez faire à chaque fois que vous avez un algorithme à exécuter. Quand on donne l'algorithme, exécutez-le à la lettre. De manière générale, vous devez en sortir. P et Q. On a calculé N, c'est P fois Q. M, c'est P moins 1 fois Q moins 1. Pour toutes les valeurs, pour K in range, voilà, de M-1 jusqu'à 2 avec un pas de moins 1. Donc, range commence par M-1, se termine par 1 avec un pas de moins 1. Donc, for K in range
m-1 jusqu'à 1 avec un pas de moins 1. If si sont premiers, si m et k sont premiers, dans le cas d'une fonction qui renvoie un booléen, pas besoin d'écrire égal true. Dans ce cas, on cherche les solutions de l'équation de Bezout. L'équation, voilà, k fois x plus m fois y égale à 1. On les affecte à d et v. Donc, k et m. Coefficient de Bezout. On sort de cette condition si on trouve que t supérieur à 2 est inférieur strictement à m, supérieur strictement à 2 est inférieur à m, on sort de la boucle. On fait un break pour sortir de la boucle. On sort de la boucle et on renvoie les deux couples n et k et n et d. Voilà, l'algorithme renvoie un tuple ou bien une liste sortie en sortie, puisque c'est une liste, ça ne change pas beaucoup de choses, donc on va créer ça dans une liste. Si on ne met rien, on va renvoyer un tuple de deux tuples dans ce cas. Donc on va faire le test pour les exemples. Case, voilà, de 719 et 127. Donc on voit it's not defined, coefficient de Bezout. Je ne sais pas comment on l'a appelé. Ah oui, avec Z. Voilà. C'est ça. Donc il renvoie 91 313 et 90 463. C'est bien les deux valeurs pour le premier couple. Pour le deuxième, même valeur de n, ça c'est normal, 36 187. C'est bien la valeur envoyée. Voilà pour cette question. Calcul de puissance. L'algorithme de chiffrement RSA est basé sur le calcul des puissances de nombres avec de grands exposants. La première façon de calculer une puissance d'un nombre est de multiplier ce nombre par lui-même plusieurs fois. Cependant, il existe des méthodes bien plus efficaces. Question 7. Écrire la fonction binaire de n qui reçoit en paramètre un entier n strictement positif. La fonction retourne une liste B qui contient la conversion binaire de n, le premier bit à gauche et le bit de poids le plus fort. Exemple, binaire de 90 463, on voit la liste suivante. Donc, binaire de n, question 7. Pour convertir un nombre en binaire, on le divise plusieurs fois par la valeur 2. On va extraire la valeur 0. Dans le cas de 0, on va renvoyer directement une liste 0. Ensuite, on peut le faire d'une manière récursive, puisque la représentation binaire de n est égale à celle de n sur 2 plus une liste qui contient le reste de la division de n modulo 2. Sinon, on crée une liste, méthode classique, puisqu'on renvoie une liste, on va créer une liste vide. Tant que n est différent de 0, on calcule le reste, n modulo 2. On calcule la valeur de n sur 2, le quotient, la valeur de n qui sera traitée la prochaine fois. Et on va ajouter ce reste à la liste B. Ou bien on peut le faire au lieu de l'inverser, on va faire B égale à R plus à R dans une liste, concaténation de deux listes, plus B. On sort de la boucle, on renvoie B. Ben, par exemple, si on prend cette valeur,
binaire de cette valeur, ça donne 1, 0, 1, 1 jusqu'à une partie qui ne contient que des 1. Voilà, 1, 0, 1, 1 jusqu'à la fin, il n'y a que des 1. Donc c'est bien ça. Voilà. L'algorithme suivant est un algorithme de complexité logarithmique qui calcule x à la puissance n en étudiant la liste B contenant la conversion binaire de n. Donc on entrait un entier positif x et une liste B qui contient la conversion binaire de n. On affecte après la valeur 1 pour i allant de 0 jusqu'à la taille de B moins 1 inclus. On affecte après la valeur P à la puissance 2. Si l'élément BI est un 1, alors P reçoit P fois X, ainsi. Sinon, on passe à l'itération suivante. En sortie, on renvoie la valeur de P. Question 8. Écrire la fonction puissance de xb qui reçoit en paramètre un entier positif x et une liste B contenant la conversion binaire d'un entier n strictement positif. La fonction calcule et retourne la valeur de x à la puissance n en utilisant l'algorithme CDSU. Exemple, puissance de 67 de cette liste retourne la valeur 67 à la puissance 90 463. Voilà, donc on va question 8. Puissance x à la puissance n. On affecte après la valeur 1. Ensuite, for i xn, xb, et non pas n. For i in range, là, on va aller de 0 jusqu'à la taille moins 1, ça veut dire tout simplement len de b. P reçoit P à la puissance 2. Si B de I est égal à 1, P reçoit P fois X. Ainsi, on sort de la condition, on sort de la boucle, on voit la valeur de P. Par exemple, puissance de 67, je crois, et de cette liste qui représente binaire de... Là, on voit 67 à la puissance 7, voilà. Là, ça doit prendre du temps, c'est un grand nombre, voilà. Mais c'est un calcul qui a été généré généralement rapidement, ce qui prouve l'efficacité de l'algorithme. Regardez, c'est un nombre très grand, très très grand. Voilà. Il a été généré d'une manière rapide à cause de la complexité, puisqu'on a dit que la complexité est logarithmique. C'est parmi les complexités les meilleures dans un algorithme. Voilà. Préparation du message pour le chiffrement. Le message initial est représenté par une liste contenant les codes des caractères du message. Par exemple, les codes des caractères du message concours CNCT ici 2023. Code de C majuscule, code de A majuscule c'est 65, donc B majuscule c'est 66, donc C majuscule c'est 67. Les minuscules commencent par petit a 97 jusqu'à Z, petit z 122. Les espaces ils sont codés par la valeur 32. Voilà. Les chiffres commencent par le code 48 jusqu'à 57 pour 9. Voilà, l'essentiel. Pour ce message, voilà les codes en valeur décimale. Donc le message, il est codé avec cette liste. Le tuple NK étant la clé publique, on considère un élément X de la liste T qui représente le code d'un caractère. Le chiffrement RSA de X consiste à calculer la valeur suivante. C égale à X à la puissance K modulo N. Ainsi, le nombre C est le résultat du chiffrement RSA de X. Écrire question 9. Écrire la fonction chiffrement RSA de TNK qui reçoit en paramètre la liste T des codes des caractères d'un message. N et K, deux entités qui représentent la clé publique. La fonction effectue le chiffrement RSA des éléments de T et il retourne le résultat dans une nouvelle liste C. Vous avez un exemple. Voilà, on va voir. Voilà, on va le tester pour la même valeur. Question 9. Chiffrement RSA de TNK. On va renvoyer une liste, donc on va créer une liste vide.
Ensuite, on va transformer K en binaire. Binaire K. Par la suite, pour chaque élément de T, pour chaque code de chaque caractère de T, on va calculer l'expression qu'ils ont donnée, puissance xb modulo n, et on va ajouter à L la valeur R. Une fois on a fait ça pour toutes les valeurs X de la liste T, des codes, on sort de la boucle et on voit cette liste L. On va tester pour l'exemple donné. Donc T c'est celle-là, NK c'est celle-là. Ce sont les mêmes valeurs calculées auparavant. Ça c'est T. Voilà. Ça c'est N et K. Et par la suite, ce qui reste, c'est de faire appel à la fonction chiffrement de TNK et comparer le résultat avec cette liste. Voilà. J'espère qu'on n'a rien oublié. On va l'exécuter de toute façon. Chiffrement 1, il faut exécuter le code. Chiffrement 1. C'est le résultat du copier-coller. Voilà. On n'a rien oublié. X int T. Voilà ce qu'on a donné. T. Oui. Voilà. 22 908 jusqu'à 32 970. 22 908 jusqu'à 32 970. C'est bien ça. Dernière partie, déchiffrement RSA. On considère la liste C, résultat du chiffrement RSA des éléments de la liste T. Chaque élément C, petit c de grand C, est calculé à l'aide d'un élément X de T et de la clé publique NK en utilisant la formule suivante. Donc, C égale à X à la puissance K modulo N. Le tuple ND est la clé privée. À l'aide des coefficients de Bizout et du premier théorème de Fermat, on peut démontrer que X est égal à C à la puissance D modulo N. Donc réciproquement, on peut calculer la valeur de X à l'aide de C, D et T. Question 10, on demande d'écrire la fonction déchiffrement RSA de CND qui reçoit en paramètre une liste C, résultat du chiffrement RSA d'une liste T, et N et D, deux entiers qui représentent la clé privée. La fonction effectue le déchiffrement des éléments de C et il retourne la liste T initiale. On va le tester pour le même exemple. Dernière question de cette épreuve. Déchiffrement RSA. On va suivre à la lettre ce qu'ils ont donné. On va renvoyer à la fin une liste des codes après déchiffrement. Donc, on va créer une liste vide. Ensuite, on va convertir D en binaire. En binaire. Pour chaque liste C de la liste grand C, on va calculer X à la puissance X à la puissance K modulo N. Donc, X égale puissance de C B modulo N. Et on va l'ajouter à T. Une fois on a fait ça, pour toutes les valeurs C de grand C, on renvoie cette liste T. On va faire le test pour les listes données. Voilà, on va le faire de cette manière. On va voir ce que ça va donner la liste de départ. 67. Voilà, C, N, D, c'est la clé privée. Et par la suite, on va afficher déchiffrement RSA. J'espère que je n'ai rien oublié cette fois. Voilà.
Il reste des valeurs qui 908. Voilà. Et vérifier les valeurs avant de l'exécuter. 70. Voilà, donc 200, etc. J'ai rien oublié. Juste pour le test. Voilà, il faut une virgule ici. « 32 970 », ça c'est pour cette liste. Voilà. Ok, un problème dans la définition de la liste. Voilà, voilà. Voilà, une virgule ici. Déchiffrement. Déchiffrement. Déchiffrement RSA. C'est le nom de la fonction. Voilà, donc 76 jusqu'à 50-51. 61, 711 jusqu'à 50-51. Voilà, c'est bien la valeur donnée, la valeur obtenue. Donc c'est tout pour cette correction. Je vous donne rendez-vous à une prochaine correction. N'hésitez pas de travailler les épreuves des autres filières. En informatique, c'est un point positif où les trois filières, ils ont des épreuves un peu différentes. Sinon, si vous avez des remarques, des suggestions, des demandes, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Merci.